discothèque, mais qui était désaffectée. Et le propriétaire était en plein travaux, il nous a accueillis volontiers. Et donc le soir du spectacle, donc on arrive, on a laissé le dernier moment, il était 19h, on a laissé le reste. Le public est arrivé en masse, il y avait environ 1000 personnes. Et puis, donc ils sont rentrés, on ne pouvait pas faire rentrer tout le monde, donc on a fait ça en deux spectacles, quoi. Donc la première, ça s'est bien passé, puis la deuxième, ben là, ils ont débarqué à 200 flics, il y avait même une voiture, je sais plus comment ils appellent ça, avec de la flotte là, sur les manifestants, et puis, puis la pression mise sur le mec qui nous avait loué la salle, bon je sais pas quel genre de pression, mais des pressions assez importantes pour qu'ils pètent carrément les plombs. On le voit d'ailleurs dans une vidéo, parce que les gens ont tourné maintenant avec les iPhones, c'est quand même plus facile de pouvoir sur des choses qui se sont passées. Alors et donc il n'avait absolument aucun motif en fait. C'est-à-dire que normalement il n'y avait rien, c'était ni plus ni moins que faire pression sur le propriétaire de la salle, lui faire péter les plombs. Le mec il est sorti de chez lui, il voit 200 flics, il dit bon bah c'est la fin du monde, il faut qu'on annule, et donc là ils sont passés par toutes les étapes, mais on attaque, nous j'ai pris un avocat et puis ça va pas se passer comme ça quoi. Bien sûr. Question subsidiaire que j'ai envie de te poser, Frangin, par rapport à la première partie de cet exposé que tu nous donnes, que tu nous présentes ce soir, parce que moi j'ai vu un extrait quand même qui m'a choqué cet après-midi lorsque j'ai eu accès justement aux événements qui se sont déroulés hier. Apparemment, la personne qui mettait à votre disposition l'espace pour que tu puisses faire le spectacle, j'ai vu qu'il a une réaction extrêmement nerveuse. Bon, à la limite, j'ai envie de dire qu'on t'es pas dans ce combat, que tu as peur de perdre ton business, c'est malheureux, c'est un petit peu pathétique, mais je peux comprendre qu'il ait cette démarche-là, mais il a quasiment une démarche où il t'a menacé à un moment, et il a même fait croire à la presse qu'en gros il ne savait pas que c'était toi. Est-ce que c'est quelque chose qui est véridique, ou en gros il a bégayé au dernier moment sous la pression du lobby des Esquimaux? Je pense qu'il a voulu jouer. Il a voulu jouer. On lui avait dit que c'était quand même un peu chaud. Il n'a pas compris que c'était à ce point-là attendu. Pression était. Alors, je comprends qu'il a bien assumé pendant 1 heure, mais après je crois vraiment que ce mec-là, il a pété les plombs. Quand il vient, il me menace, effectivement, mais il avait menacé 5 personnes d'autres, il avait pas ça sans réalité. Le mec était à côté, il était décollé de terre. Il était. Franchement, on t'entend mal, je sais pas où tu es, je sais pas si tu captes beaucoup avec le réseau là. Est-ce que tu peux bouger d'endroit, parce qu'on t'entend très mal avec ton portable là. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend pas trop. Tu m'entends peu là? Tu nous appelles d'une grotte ou quoi? Ouais, on t'entend, on va dire qu'on t'entend mieux, vas-y. Ouais, je suis de la main d'or, et en fait, derrière ça coupe un peu, puis il y a du monde de l'autre côté. Je suis d'accord. On va trop la raconter. C'est vrai qu'on t'entend pas très très bien en fait, c'est ça le problème. Mais bon, vas-y, on va compter, c'est juste. Alors attends, je vais essayer de me mettre à un autre endroit qui va me dire si ça fonctionne un peu mieux. Je te mets pas dans la rue non plus pour que les cafards de DJ passent devant, hein. Ce serait dommage. Non, est-ce que là tu m'entends un peu mieux là? Ouais, moi je t'entends, c'est juste pour les auditeurs que je m'inquiète quoi, tu vois, par rapport à ton portable. D'accord, voilà. ok. Bah là, je pense qu'on va voir beaucoup mieux que ça. Voilà, bah ça a l'air bon, ça a l'air bon. Ok. Et à ton avis, bon, quelles sont les organisations précises? Bon, on connaît le lobby des cafards en France, en l'occurrence l'UEJF, la LICRA et compagnie. En Belgique, quelles sont ces structures équivalentes justement, en gros, qui ont fait pression? Bon, c'est toujours les mêmes organisations derrière, hein, toujours ces fameuses organisations qui se cachent derrière la lutte antiraciste. On les connaît tous. Alors, ils prennent différents noms. C'est souvent des noms un peu pompeux qui parlent de droits de l'homme, qui parlent de... ils changent de nom à volonté d'ailleurs parce que au gré des arnaques qui montent, ils sont obligés évidemment de changer d'étiquette. Mais ils ont une pression ils arrivent à exercer une pression aujourd'hui jusqu'à faire déplacer 200 flics. Et moi, ils disent d'ailleurs dans la presse qu'ils disent n'importe quoi, que j'ai été soi-disant un procès verbal, il n'y a rien eu du tout. Ils m'ont rien donné, j'ai pas été interpellé du tout. En fait, en réalité, ils ont mis la pression sur le responsable de la salle pour que ce mec-là explose en plein vol, quoi. Et donc,
bon, certainement, c'est vraiment un système mafieux, si tu veux. C'est vraiment hallucinant. Je découvre, c'est la première fois, pourtant j'en ai connu. C'est la première fois que je suis devant un truc aussi énorme, quoi. C'est-à-dire, je crois que quand même que faut dire que c'est certainement la première fois qu'un spectacle avec une scène en France, peut-être même en Europe, se voit assiégé par 200 CRS. Non, mais ça, c'est clairement, en tout cas, c'est une première. Moi, j'avais jamais entendu ça, quel que soit l'événement d'ailleurs. Hein, et là, on a droit à cette réalité. Mais j'ai envie de te poser cette question-là aussi, Frangin. Est-ce que tu n'as pas la sensation que, à partir du moment où on se jette corps et âme dans ce combat face à ce lobby de cafards pour des choses telles qu'elles sont, et quand je dis cafards, on ne parle pas d'un peuple, mais d'une idéologie criminelle, politique et coloniale que tu connais évidemment, en l'occurrence le lobby sioniste, mais est-ce que tu n'as pas cette sensation que à partir du moment où on se bat de manière frontale contre eux, ben, ils utilisent leurs armes et bon, on sait très bien à quoi s'en tenir. Je veux dire, moi ils m'ont mis en prison, voilà, toi ils te ferment tes spectacles de manière abusive et de manière dramatique. Est-ce qu'en réalité on n'est pas simplement dans l'art de la guerre complet, et sauf que eux ils ont les médias, ils ont la police, ils ont l'argent avec eux puisque c'est eux qui impriment les billets de banque évidemment. Donc bon, il y avait beaucoup comment de tu ressens ces policiers, choses-là? il y a beaucoup de policiers qui avaient honte évidemment d'être là, qui ont précisé auprès de la foule qu'ils étaient choqués. Donc effectivement, ils poussent le bouchon. Moi, je pense que leur empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. Ils vont s'effondrer, mais il faut avancer maintenant, ne plus jamais reculer, les prendre frontalement et ne pas avoir peur, parce que la peur doit changer de plan. Et nous devons nous émanciper de ce pouvoir de l'argent et de ce pouvoir de ce lobby. Et Frangin, quand tu en Afrique, vas-y, continue, excuse-moi, continue. Ouais, surtout pour les Africains. Je pense que moi j'étais encore au Cameroun. Là, j'ai tourné mon premier film aussi au Cameroun. Là, je suis assez content du résultat. Il devrait sortir à la fin de l'année. Je pense que c'est cette émancipation. Il faut surtout faire fabriquer, ne rien attendre et ne jamais collaborer avec ce système-là. L'effet Hollywood, c'est le bras armé de l'armée israélo-américaine. Ça ne nous regarde pas. Et d'ailleurs, il faut arrêter de regarder ces films. Et puis il faut arrêter d'écouter leur musique. Il faut fabriquer nous-mêmes. Voilà. Ou alors quand si on écoute leur musique, hein, et je fais un petit récapitulatif par rapport aux musiques qu'on diffuse, qu'on essaie de diffuser des musiques émanant de gens de chez nous. Et qui, bon, même s'ils peuvent être esclaves de ce système, ça n'empêche pas qu'ils ont pu avoir des œuvres d'art qu'ils ont pu diffuser, ne pas tomber dans non, mais moi je pense que ce sont des résistants. Ouais, je pense que bien évidemment, c'est pas lié au pays. Hein. Moi, j'habite en France, et c'est pas, et je ne me considère pas. Mais je pense qu'il faut qu'on s'émancipe de l'industrie. Bien sûr, totalement. C'est très important, et je pense qu'il faut qu'on consomme autrement. Il faut qu'on arrête, faut qu'on soutienne maintenant, qu'on ait une solidarité dans la lutte contre ce lobby. Et on est majoritaire, et pour l'instant, c'est notre division qui nous fait perdre. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tu as reçu, puisqu'on parle de division, donc la réponse en réalité se devine déjà, mais je la pose quand même pour la forme, est-ce que tu as reçu, après cette ultime attaque, des messages, on va dire même discrets, hein, on sait très bien que le courage et la virilité, c'est pas leur domaine de prédilection, de tes collègues humoristes, entre guillemets, humoristes en tout cas intégrés et acceptés par l'Empire, est-ce que tu as reçu des messages sous le chapeau, sous le manteau de tes frères? Aucun. Bon, c'était hier soir, on va leur laisser un peu de temps de réaction, mais aucun. Mais sache que par contre, toutes les personnes qui se sont déplacées, ils ont été prévenus 2 heures à l'avance, il y avait plus de 1000 personnes, et eux, ils ne voulaient pas quitter la salle, et eux, ils se sont mis face au CRS, et ils ont dit vous touchez pas à Dieudonné. Donc c'est quand même, si tu veux, je sais que nous sommes en fait extrêmement nombreux. Je n'attends rien de ce système parce que ce système, il m'a déclaré la guerre. Cette guerre, il faut pas la fuir, il faut l'assumer. Moi, je respecte les lois de ce pays, et là, ils se sont mis hors la loi. C'est-à-dire que c'est le maire de Bruxelles qui a détaché un cordon de CRS, c'était 200 personnes, de manière complètement illégale, sans aucun arrêté, juste pour faire pression. Et ça, je pense que, ne serait-ce que les contribuables, belges, ils doivent comprendre que tout cet argent, ça s'est fait de manière illégale, ça se dépense de manière illégale et pour rien, surtout. On remarquera qu'ils dépensent beaucoup moins d'argent pour, en tout cas, déployer une lutte réelle contre la pédophilie, généralement d'ailleurs issue des milieux politiques, hein, bien souvent. Par contre, ils sont beaucoup moins
efficace et tolérant quand il s'agit de sauvegarder la liberté d'expression. Ok, ça c'est quelque chose de clair et quelque chose de dramatique que nous vivons. Parallèle que j'ai envie d'employer et de te présenter, même si on en avait déjà parlé auparavant, est-ce que tu n'as pas la sensation du dos que, au final, il y a un petit peu un remake, mais on va dire avec un autre décor, c'est-à-dire que dans les années 60, du côté de l'Occident et bien souvent de l'Amérique du Nord, on avait la sensation qu'il y avait l'accès à la dépendance d'un côté pour les droits civiques dans la diaspora, la diaspora africaine, et de l'autre côté, sur le terrain africain, c'était la lutte pour les indépendances qu'on n'a jamais eue d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus la lutte pour les droits civiques, mais c'est la lutte pour la liberté d'expression. Cette fois-ci, ça ne touche pas simplement les Noirs, évidemment, les afro-descendants, noir clair ou noir foncé, là n'est pas la question, mais ça touche l'humanité dans son ensemble, l'humanité goyétisée, dirons-nous. Est-ce que tu n'as pas cette sensation qu'aujourd'hui, la lutte pour la survie de l'humanité, c'est cette lutte pour la liberté de penser, la liberté de parler, sans être incarcéré lorsqu'on dit quelque chose qui ne plaît pas, sans être boycotté par rapport à ces spectacles quand on dit quelque chose qui ne plaît pas? Est-ce qu'on n'est pas dans cette réalité-là dramatique à l'heure actuelle? Oui, c'est sûr qu'il y a un durcissement et je pense que ça ressemble d'ailleurs à la politique d'Israël et de celle de Netanyahou, c'est-à-dire que ni plus ni moins, ils sont en train de retourner aujourd'hui la politique antiraciste en politique raciste ouvertement fasciste. Aujourd'hui, eh bien, Israël est d'extrême droite et bien aujourd'hui les institutions occidentales sont d'extrême droite. Et bien évidemment, ce qu'ils m'ont fait à moi, je ne pense pas qu'ils l'aient fait aujourd'hui à un autre. Ils ont envie de stigmatiser le monde arabo-musulman, afro, et dire que voilà, fermez vos gueules. Voilà. Et ça c'est clair. Je dois dire que je m'y attendais, je m'attendais pas à plus. Je prends toutes ces pressions comme un remerciement, enfin comme une médaille, plutôt une décoration, une médaille, parce que je sais que au final nous gagnerons, quoi. Mais ça prendra du temps et effectivement ces injustices, tu vois, ne serait-ce que par respect pour tous ceux qui sont mes anciens et des ancêtres, je ne peux pas me plaindre. Mais je sais que ça nous remplit de vraiment. Hier, on était vraiment tous extrêmement motivés. Ça n'a pas débordé. Je pense qu'ils souhaitaient, ils avaient envoyé des agitateurs, c'est-à-dire des flics qui se sont battus eux-mêmes dans la salle. Ils étaient deux, et les gens les ont regardés, puis bon, ils sont partis. Et ils vont utiliser tous les moyens. Effectivement, mais moi je pense qu'il faut qu'on avance maintenant. Il ne faut pas qu'on recule, il faut qu'on avance. Il faut qu'on les regarde en face et dans les yeux et puis qu'on avance. Et quelles sont tes parades à venir, étant donné que je suppose que cet événement-là risque de se répéter prochainement, probablement, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, mais comment tu comptes gérer si encore une fois tu fais face à ça, à une interdiction de spectacle, et qu'on interrompt ton spectacle comme ils l'ont fait on va continuer, on va jouer, on va de toute façon, on va opter pour jouer dans des endroits, prévenir les gens au dernier moment, un peu comme ils le font dans les technos et voilà, les rêves. Et puis voilà, on va fonctionner de cette façon-là. Et puis on va envoyer l'armée, peut-être des drones, peut-être on verra, on va s'adapter. Et puis si on peut plus rire, je pense que ça vaut plus la peine de rester dans cette société. Enfin, ou du moins c'est là pour moi le rire est la dernière des libertés, quoi. Si on nous l'enlève, bon moi si j'ai fait humoriste, c'était pour éviter de prendre les armes au départ. Donc j'ai trouvé que on pouvait rire et que le rire ça rassemblait les gens et que c'était plutôt positif. Maintenant si on m'empêche de rire, et en plus si on m'empêche de rire avec des armes, ça devient compliqué. Je verrai. Je vais composer, mais c'est sûr que on n'empêchera pas de rigoler malgré toutes les pressions, ça c'est sûr. Donc ça risque de moins en moins les faire rire, ça c'est sûr. Quand tu vois tout ça, Frangin, en plus tu me dis que tu reviens du Cameroun il n'y a pas longtemps, je t'ai d'ailleurs invité il y a quelques semaines à venir dans une visite. Confiance, je viendrai. Voilà, au village ce panafricain. sera la première fois de ma vie que je mettrai les pieds dans ce pays et ce sera pour venir te voir. Bah ça nous touchera énormément. Mais est-ce que tu n'as pas la sensation, Frangin, juste pour conclure dessus, après on va te libérer, que au final, quand tu vois la manière dont le système est en train de se gangréner, il est en train de mourir sur lui-même, il est en train de se chier dessus, il crie, mais en réalité, il y a une coulante salace qui est en train de descendre. Est-ce que tu n'as pas cette sensation qu'en réalité, l'une des options, je ne dis pas que c'est l'option unique, en tout cas moi c'est celle que j'ai choisie, mais est-ce que tu n'as pas la sensation que
rentrer sur sa terre, essayer de construire notre paradis pour nous-mêmes, en essayant de lutter justement contre ces oligarchies qui travaillent sur place pour dépecer le continent, c'est nous donner la possibilité de nous créer nos propres espaces aussi et d'être les maîtres dans nos domaines et essayer de résister un petit peu, comme le dit Piero San Giorgio, à sa façon à lui, quand il parle justement de survivre à l'effondrement économique, créer des villages justement autonomes, être dans cette optique justement qu'on est en rupture frontale et réelle avec le système. Qu'est-ce que tu penses de cette option? Je vais l'illustrer avec l'histoire de mon film. Moi, je traite dans le film, je parle de la médecine, c'est un film sur le cancer, avec deux parallèles, un homme qui va se guérir ici avec la chimio, puis un autre qui va se guérir avec la médecine traditionnelle africaine. J'ai tourné dans mon film avec des pygmées Baguéli du sud Cameroun, et pendant une semaine, on était ensemble, on a vécu ensemble, et je sais que quelle que soit la crise, quels que soient les conflits, ce peuple ne peut pas être touché. Ils ont et comme ils l'ont fait d'ailleurs il y a 10 000 ans avec les Bantous, ils le feront avec tous ceux qui savent vivre. Ils m'ont appris énormément et évidemment ils ont donné à ce film. J'espère que tu le verras. Donc je pense que on a tout en nous, on a désappris, on a bien évidemment. Je pense que non seulement il faut avoir confiance, mais en plus confiance dans ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous avons déjà tout et il faut juste revenir, effectivement, comme tu l'as fait toi. Moi, je le fais aussi, je fais construire ma maison, mais en plus, je travaille maintenant aussi là-bas. On prépare un second film, et c'est vraiment extraordinaire. Moi, je revis là-bas, le cinéma qui fait est un cinéma qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire ici. Et pourtant, j'ai tourné, tu sais, dans des grosses productions, j'ai fait des trucs. Comment t'expliquer? J'ai vraiment la sensation là de faire de la qualité. Donc, bien sûr, il faut retrouver la confiance et puis surtout, quels que soient les risques, quels que soient les dangers, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut penser à la dignité, ne serait-ce que pour tous ceux qui sont avant nous, qui ont qui ont pris ces coups de fouet, pour ceux qui se sont fait déporter, pour ceux qui se sont fait coloniser, nous avons la responsabilité de leur redonner, parce qu'ils sont vivants en nous, la fierté qu'on nous a confisquée. Ça, c'est ce qui me paraît le plus important. Donc moi, vraiment, où que ce soit, quelle que soit la fin, sache-le en tout cas, ça sera pour moi la dignité qui me paraît la chose la plus importante et pour laquelle je accorde plus d'attention. En tout cas, sentiment partagé, frérot, et sache qu'on te soutient le plus possible en tout cas, et on soutient toute l'équipe parce que ta société, ton équipe, la famille, je passe le bonjour aussi à Noémie. On sait que les moments que vous vivez ne sont pas des moments faciles, c'est des moments qu'on a connus dans une autre mesure sur un autre terrain, c'était pas forcément le terrain de l'humour, mais c'était tout aussi brutal. Et vraiment, on lance un appel à tout le monde et à toutes les personnes qui ne sont pas forcément des combattants ou des sympathisants sur le terrain de l'humour, mais qui ont pu parfois peut-être se laisser avoir par la diabolisation. Leur dire vraiment une chose qui est claire et nette, c'est que le jour où on commence à se lever pour interdire des gens de faire rire, c'est que là, on a franchi les limites de ce qui est possible, de ce qui est pensable. Faire rire les gens, si le rire devient criminel, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est plus dans une société des droits, mais on est dans les sociétés justement du bannissement de la dignité, du bannissement de l'égalité, du bannissement de la justice. Et voilà, on peut pas, personne ne peut rester, je pense, les bras croisés quand on voit ce qui est en train de se passer. Contrairement à ce que certains pensent, ça concerne pas simplement, quand on parle de la lutte antisioniste, certains abrutis ont dit oui, mais moi j'ai rien contre les juifs, ils n'ont pas compris qu'on ne parle pas des juifs, on parle des sionistes déjà. Et quand on parle de la lutte antisioniste, on ne parle pas simplement de défendre la Palestine, parce qu'il y a certains abrutis qui restent dans des clans, qui ne veulent pas se prononcer sur ce sujet parce qu'ils pensent que la Palestine, ça concerne les Arabes. Non, c'est pas ça. La Palestine, ça concerne l'humanité dans son ensemble. Ce qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe au Congo, sur d'autres terrains, c'est ce qui se passait auparavant en Afrique du Sud, c'est ce qui se passe dans les Caraïbes, c'est ce qui se passe à bien des endroits. Et défendre à l'heure actuelle la lutte pour la dignité du peuple palestinien et la lutte contre l'impérialisme atlantiste et donc israélo-américain, c'est se battre pour la dignité des Africains, c'est se battre pour la dignité des tiers-mondistes, c'est se battre pour la dignité des Occidentaux qui sont eux aussi des damnés de l'impérialisme. Je parle des prolétaires de manière globale. Et donc voilà, on est tous ensemble, frangins, et tout ce qu'on pourra faire, en tout cas à France Hollande, je le dis en direct de la terre-mère, tout ce qu'on pourra faire pour venir en aide au travail exceptionnel que tu fais. Moi, j'ai pas l'habitude de beaucoup rire sur les spectacles. Il y a que tes spectacles qui nous font rire, tu le sais depuis des années. Et voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais
La dignité, si on n'est pas d'accord dessus, il y a un problème. Je t'écoute, mon frère. En tout cas, je te remercie, puis je vais conclure sur ce que Césaire m'a dit quand je l'ai rencontré, tu sais. Et je m'étais fait agresser sur le sol martiniquais. Il m'avait pris dans ses bras, il m'a dit rire avec la souffrance nègre, je n'y avais pas pensé, mais là vous allez déranger beaucoup de monde. Et je crois qu'il m'avait préparé à ce qu'il arrive aussi. C'est-à-dire que le rire, c'est quelque chose qui dérange quand il est pas partagé. Clairement, on le voit. Ce que tu fais tous les jours en illustration parfaite, donc on le voit et voilà, on prolonge ces mots de l'aîné aimé et voilà, on te soutient, frangin, on te soutient profondément, on passe protection à tout le monde. Fais attention à toi, protection et voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, toi-même tu sais, de toute façon on se tient au courant. Et la paix à toutes les personnes qui écoutaient ce témoignage-là ce soir. Voilà, sachez que partout dans le monde, hein, là on parle en direct d'Afrique, partout dans le monde les gens suivent ce qui se passe et les problèmes du frère sont les problèmes de tout le monde. Voilà, c'est les problèmes de tout le monde, tous ceux qui se battent pour un monde meilleur, quelle que soit leur couleur. Donc paix à vous tous, merci infiniment Diodo, merci infiniment frangin. Paix à toi, à plus tard. À bientôt. Bonne soirée. Voilà, donc c'était le témoignage du frère Dieudonné Mbala, Dieudonné, le terroriste de l'humour, le Che Guevara de la lutte pour le rire et pour que le rire puisse permettre de libérer les esprits aussi, de décloisonner la pensée et de la purifier et de la rendre véritablement anti-impérialiste et de la rendre véritablement égalitariste si l'égalité peut exister en tout cas dans ce monde, même si parfois on a tendance à en douter quand on voit la manière dont certains vivent comparativement à d'autres. Mais voilà, on a besoin de frères comme lui, on a besoin de personnes qui, sur cet art qui pouvait paraître à la base, voilà, éloigné de cette quête de justice, on se rend compte qu'en réalité il l'a magnifié, il lui a donné de la vie. Et les personnes qui comparent généralement Diodo à Coluche, à mon sens, sont des personnes qui se trompent. Dieudonné, pour moi, est allé bien plus loin que Coluche. Voilà, c'est un point de vue personnel, ça n'engage que moi, mais il a porté le rire à un niveau jamais atteint. Et il a rendu cet art un art pour moi révolutionnaire. Voilà, même si je me lancerai pas dans cet art qu'est l'humour, mais il a rendu cet art révolutionnaire. Et nous-mêmes qui construisons, qui nous battons sur le terrain aujourd'hui de la construction africaine, voilà.